Je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs pour cet événement scientifique si intéressant et si diversifié. Avec ma collègue, nous allons parler aujourd'hui, donc le thème de notre communication est question des sources et des ressources en traduction. Et on va parler des traductrices ukrainiennes des classiques français, Flaubert, Maupassant, Zola. Et on va parler de l'époque de fin 19e jusqu'aux années 20-30. La traduction d'œuvres littéraires françaises, et notamment celle de Flaubert, de Zola et de Maupassant, s'inscrit dans une longue tradition en Ukraine. Pratiquement tout leur patrimoine littéraire était traduit en ukrainien et les premières traductions ont apparu encore du vivant de ces écrivains. Il s'est avéré que cette entreprise est loin d'être anecdotique et marginale, car non seulement elle a enrichi d'apports extérieurs un patrimoine littéraire déjà très riche, mais elle est devenue un constituant tout entière de ce patrimoine. En effet, la traduction des œuvres de ces trois auteurs, dont la qualité et la splendeur du style étaient reconnues sans conteste, a permis l'émergence d'une sorte de fonds de réserve littéraire dont on s'est servi comme d'une ressource pour fonder et diffuser une langue ukrainienne tout à fait nouvelle. Ce qui était impossible, voire interdit dans la littérature ukrainienne, entre guillemets officielle, était en effet toléré ou échappé, peu ou prou, à la vigilance de la censure, prestige culturel aidant dans la traduction des grands auteurs français. On peut donc estimer que la recréation d'une langue nationale y a trouvé une de ses sources importantes dans le double sens du mot source, si abreuvé et trouver son origine. Notre objectif ici est de penser la traduction à l'instar de Tiffaine Samoyo en termes éthiques et politiques et la considérer comme une force positive dans un contexte de résistance à la violence historique. En effet, dans un pays colonisé où régnait la censure et la répression, il importait de faire acte de résistance en donnant une nouvelle vie à la langue nationale. Ainsi, grâce aux pistes apparues par l'étude de notre corpus, serons-nous à même de montrer comment une culture colonie, celle d'une littérature nationale opprimée, peut se substituer à une culture de la traduction propice à sauver et à enrichir une langue maternelle parce qu'elle est réceptive et capable de s'approprier, au sens d'en faire son propre, si nous pensons au Berman, des œuvres étrangères. Dans notre communication, il s'agira pour nous, d'une part, de mettre en évidence des destins singuliers des traductrices du français en ukrainien, de les sortir de l'oubli, les ressusciter dans la mémoire collective. Et d'autre part, nous voudrions nous interroger sur les origines des sources et sur les dispositifs de constitution des ressources de la renaissance de la langue ukrainienne par les traductions de grands auteurs français réalisées par les femmes de lettres ukrainiennes de la génération appelée Renaissance fusillée, en confrontant leur rapport à leurs conditions féminines. L'histoire de toute première traduction ukrainienne de textes de Flaubert, de Maupassant et de Zola débute au sein de l'Empire austro-hongrois. Il faut rappeler qu'avant 1918, le territoire de ceux qui constituent l'Ukraine aujourd'hui était réparti entre l'Autriche-Hongrie pour les provinces de Galicie et de Bukovine et la Russie pour le reste du territoire. Ensuite, entre 1921 et 1939, l'Ukraine était partagée entre l'URSS, la Pologne, la Roumanie et la Tchécoslovaquie. Il faut aussi se souvenir que le printemps des peuples déclenche en Europe, et notamment en Autriche, la montée des sentiments nationaux et le réveil des élites nationales. Si l'Autriche-Hongrie menait dans les colonies les plus orientales une politique qui tolérait l'existence de singularités nationales, la Russie, quant à elle, avait édicté des lois qui interdisaient toute publication en langue appelée naguère petite russe, ce qui menait en péril l'existence même de cette langue. On comprend donc pourquoi les premières traductions ukrainiennes des œuvres des trois écrivains français qui nous intéressent paraissent dans les provinces autrichiennes, en Galicie à Lviv, Lemberg à l'époque,
à Tchernivtsi à l'époque. Les toutes premières publications de textes de Flaubert de Zola en ukrainien sont dues à Ivan Franko à Lviv. Il a été en effet l'un des protagonistes majeurs du mouvement national ukrainien. Il considérait que l'une de ses missions pour servir la cause nationale ukrainienne consistait précisément à traduire et à introduire ainsi la littérature mondiale dans son pays. Éditeur, traducteur et promoteur incomparable de littérature étrangère dans la langue maternelle, il choisit de traduire des textes qu'il considère utiles pour l'émancipation de son peuple. Cette vision marqua le début de toute la tradition traductive en Ukraine, afin de promouvoir l'emploi dans la littérature d'une langue ukrainienne vivante, celle qui est parlée par le peuple. Il rejette ainsi l'usage de yazychie, cette langue artificielle et lévresque, trouvée des mots polonais et employée essentiellement dans les livres religieux. Les moscophiles de l'Empire austro-hongrois, adeptes de la fusion de l'ukrainien dans la langue russe, avaient tenté d'imposer yazychie dans les territoires ukrainophones occidentaux à partir de 1848 jusqu'à des années 30. Il faut dire que parmi les premières traductrices des auteurs français, il y a des grandes personnalités de la vie littéraire de l'Ukraine et elles partagent toutes le même objectif, c'est défendre et diffuser ce qui, à leurs yeux, fait le propre, la singularité et la richesse de leur région, ravalée au rang de colonies à leur époque. À la fin du 19e et au début du 20e siècle, le combat national est souvent lié aussi à la lutte sociale et les femmes y participent activement. Écrivaine et traductrice de Flaubert, Nadia Kibalchich adhère à l'exaltation révolutionnaire avec son mari. Aussi, le couple ne manque-t-il pas de manifester publiquement ses opinions démocratiques et révolutionnaires. Le mari et la femme sont donc arrêtés et de 1905 à 1907 incarcérés dans une prison russe à Kherson. Après sa libération, le couple quitte l'Empire russe et séjourne en Italie, en Autriche jusqu'en 1914. Les problèmes matériels que le couple connaît à l'étranger obligent l'écrivaine à gagner sa vie en proposant des traductions. Elle traduit majoritairement de l'italien, mais aussi du français et de l'allemand. Elle veille à ce que les textes qu'elle choisit de traduire entrent en résonance avec sa sensibilité littéraire et soient en accord avec ses opinions politiques. Ces traductions sont publiées dans les revues littéraires de l'Ukraine occidentale. Il faut souligner que les premières traductrices d'écrivains français sont connues aussi comme des femmes d'eux. C'est notamment le cas d'Olga Rashkevich et de Maria Gruszewska. Olga Rashkevich est la fiancée d'Ivan Franko, que nous avons déjà mentionné. Et Ivan Franko, c'était une des personnalités qui se trouve à l'origine des premières traductions en ukrainien d'un grand nombre de textes français. Par exemple, il fait la promotion ardente auprès du lecteur ukrainophone des textes zoliens, en les piochant dans des périodiques russes et polonais. Et ensuite, il les traduit soit de sa propre main, soit il confie la traduction à ses amis, à ses camarades. Aussi propose-t-il à Olga Rashkevich, sa fiancée, de traduire les extraits de l'Assommoir qu'il va corriger et publier. Il faut dire que Olga Rashkevich, quand elle s'est mariée, elle abandonne le travail de traduction, mais elle récolte toute sa vie le folklore ukrainien, activité qui était jugée fondamentale pour la récréation des fonds de la langue et de la culture colonisée. Maria Gruszewska, quant à elle, est une femme cultivée, professeure et traductrice, mais aussi l'épouse de l'historien et du président de la République populaire ukrainienne, Mikhailo Hrushevsky. En effet, après la chute de l'Empire austro-hongrois, ce premier État indépendant a été fondé et qui n'a pas existé longtemps, de 1917 jusqu'à 1920. Et ce qui est intéressant, c'est que en 1902 paraît la traduction de Hérodias de Flaubert. Et cette traduction est attribuée sur la couverture du livre. Vous avez ici en rouge cette couverture, à son mari, Mikhailo Hrushevsky. Pourtant, certains éléments biographiques et la comparaison des textes montrent que c'est son épouse, Maria Hrushevsky, qui est bien l'autrice de cette traduction. À la différence de son mari, qui a une expérience tout à fait limitée en traduction,
Elle a traduit dans sa jeunesse quelques poèmes. Elle a traduit en ukrainien de nombreux écrivains de son époque, y compris Flaubert. Donc, en effet, la question de l'auteur reste ouverte. Donc, il s'agit toujours des femmes qui étaient femmes cultivées, qui voyageaient en Europe. Là, on vous a mis comment ça s'appelle, un ticket qui permettait à Maria Gruszewska de fréquenter la Bibliothèque nationale de France. Ici, il faut mentionner quelques mots sur la condition des femmes ukrainiennes à la fin du 19e siècle. En effet, le féminisme, dans sa version intellectuelle et marxiste, se diffuse massivement en Ukraine, notamment autrichienne, à partir des années 1870. Le conte de la première féministe est incarné par l'écrivaine et éditrice Natalia Kobrinska, qui fait promotion de la sororité ukrainienne et qui crée l'association des femmes ruthènes. Dans le combat féministe qu'elle mène, elle revendique en priorité l'égalité des droits entre les femmes et les hommes, père, mari, frère, etc. Ainsi, elle réclame le droit pour les femmes d'acquérir une autonomie financière, tout comme c'est le cas pour les hommes. Et elle insiste sur le fait que les femmes, si on leur en donne la possibilité, ont à l'égal des hommes toutes les capacités à poursuivre des études et à trouver un métier qui leur permette de subvenir à leurs besoins. En Ukraine, qui appartient à l'Empire russe, la sororité doit surtout servir à la renaissance nationale, comme le montre ce poème de Lena Pchilka, vous pouvez le voir sur le diapo. Moi, je vais présenter l'original. До спілки ж сестри в нашім гаю вінки ми працю пов'ємо і на користь рідному краю жіноче серце віддамо. L'association des femmes ruthènes publie en 1887 le premier almanach des femmes ukrainiennes qui s'appelle La première couronne des fleurs, édité par Kobrinska et Olena Pchilka. Le volume de 464 pages contient 43 textes littéraires et scientifiques écrits par des écrivaines de deux Ukraines qui décrivent les conditions de dépendance dans lesquelles vivent leurs contemporaines. Une sorte de manifeste de cette association est la brochure d'Olga Kobylanska qui s'appelle Quelques mots sur l'idée du mouvement féministe, parue en 1894. L'écrivaine y soulève la question de la situation difficile des femmes de la classe moyenne, de la lutte pour l'égalité des droits des femmes et des hommes. Il s'avère qu'avoir du talent, le plus souvent artistique, est le seul moyen de rompre des chaînes pour une femme, comme le remarque Lesia Ukrainka dans Nouveaux horizons et vieilles ombres, 1900. Car grâce à ce talent, la femme peut trouver un métier et donc acquérir une visibilité sociale qui lui procure une indépendance matérielle, ce qui lui permet de faire respecter ses droits moraux et juridiques. La traduction devient un de ses métiers, un talent artistique. Et nous allons passer à notre corpus. Je vais vous rappeler que jusqu'à 1918, l'Ukraine appartenait à deux empires, austro-hongrois et russe. Après 1918, elle est divisée entre 4 pays et la plus grande partie, c'est l'URSS. Donc, quelle est la condition des femmes en URSS? La libération de la femme fait partie des objectifs que poursuivaient les bolcheviks. En effet, la notion et la condition de la femme soumise sont considérées comme manifestation atavique du monde ancien, pour tout dire bourgeois. La libération de la femme est censée passer tout d'abord et pratiquement uniquement par la possibilité de trouver un travail qui soit égal à celui de l'homme. Une femme active est une femme forte, capable d'exercer tous les métiers, une stakhanoviste. La féminité, conçue comme une potentielle faiblesse d'une travailleuse, doit s'effacer. Son corps glorifié dans sa puissance ne lui appartient plus, car il doit être donné, sacrifié à la construction du communisme. Pour atteindre un tel objectif, autant idéologique que sociétal, il faut extraire la femme de son contexte familial, de son cercle privé, et l'introduire dans un monde public qui est ordinairement habité seulement par l'homme, en l'intégrant dans le collectif. Dans ce sens, la société soviétique se révèle très féministe, peut-être à son insu.
Mais en fait, toutes les tentatives pour associer les femmes dans les prises de décision ont été des simulacres, des effets de discours, pour ne pas dire de propagande. En réalité, les femmes ne pouvaient exercer aucune influence décisive dans quelque domaine que ce soit, surtout dans ceux qui comptaient, à savoir les domaines politiques et sociaux. En effet, les conditions de vie et de travail sont loin d'être égales pour un homme et pour une femme soviétique. Pour s'en convaincre, il suffit de se référer au destin des traductrices ukrainiennes de 2 premières décennies soviétiques, ces écrivaines, ces traductrices qui appartiennent à ce qu'on appelle la Renaissance fusillée. À cette époque, on dénombre quelques dizaines de femmes de lettres qui publient. Pourtant, la condition de la femme écrivaine reste marginale et marginalisée. Le refus de voir et d'entendre une femme considérée comme leur égale dans la littérature que manifestent les hommes écrivains n'est pas la seule difficulté que rencontrent les femmes qui ont pour ambition de trouver la place qui leur revient dans un champ littéraire. On sait que les écrivains visibles des années précédentes sont généralement femmes issues des familles parfois aristocratiques, plus ou moins aisées, appartenant à l'intelligentsia de leur pays. Après la Révolution d'octobre de 1917, la situation est tout autre. Ce sont des femmes issues des classes pauvres, paysannes et ouvrières qui rêvent d'embrasser une carrière littéraire. Et la femme soviétique, désormais libre, entre guillemets, a des journées bien remplies. Elle doit tout à la fois gagner sa vie, exécuter des tâches ménagères habituelles, veiller à la bonne marche de son foyer et s'occuper toute seule de l'éducation de ses enfants. Par ailleurs, le gagne-pain d'une femme écrivaine est souvent pénible, mécanique et prend beaucoup de temps. Ce sont des métiers de dactylo, de secrétaire, qui sont réservés à ces femmes lettrées. La publication des œuvres des écrivains est problématique car tous les éditeurs sont des hommes. La traduction devient un gagne-pain, une activité inférieure à celle de la création. Dans Traduction et violence, Tiffaine Samoyo analyse l'autorité seconde et infériorisée de la traduction associée au féminin par rapport à la création qui est rapportée au masculin. Nous voulons citer ce livre de Tiffaine Samoyo, Mettre en mouvement ensemble la question du genre et celle de la traduction est donc important pour que dans le modèle conflictuel qui est celui-là, un nouveau agonisme puisse être mis au jour et aide à concevoir qu'une rencontre ou que des liens ne peuvent pas ne pas maintenir une certaine forme de conflit ou de violence. Aussi, les femmes qui écrivent en Ukraine soviétique souffrent-elles d'une double violence, d'une part exercée par leurs collègues hommes et d'autre part par le régime soviétique, dont l'effet est que toute une tranche de textes traduits tombe dans l'oubli après les années 30. En effet, dans les années 1920-1930, le pouvoir soviétique met en place un projet ambitieux, éditer les classiques étrangers dans de nouvelles traductions. Le nombre de traductions, traducteurs et traductrices qui ont œuvré dans l'URSS, il est en est de même pour leurs textes, sont bannis de l'histoire littéraire soviétique. Les traductions ukrainiennes dans la République soviétique socialiste d'Ukraine des œuvres de Flaubert, Maupassant et Zola représentent donc une immense entreprise de retraduction. Ainsi, voit le jour des éditions ukrainiennes des œuvres presque complètes en plusieurs volumes. Ce sont des œuvres en 10 volumes de Maupassant et œuvres en 18 volumes de Zola. Les œuvres en 2 volumes de Flaubert, qui parut en 1930, ne contiennent que des traductions ukrainiennes de Madame Bovary et de Solambo. Ces éditions sont les dernières productions culturelles que l'on doit à la politique d'ukrainisation entreprise par le pouvoir soviétique en 1925-1932. Rappelons que par cette politique, ce pouvoir tentait de montrer et de prouver qu'il n'avait nullement l'intention de russifier l'Ukraine. Selon ses dires et ses intentions affichées, il protégeait et encourageait l'usage de la langue de ce pays et le maintien de celui-ci dans l'URSS. En fait, il s'agissait
d'amadouer les Ukrainiens après l'échec de l'instauration de leur premier État indépendant, la République populaire ukrainienne. Les autorités soviétiques, pour toutes ces raisons, font donc la promotion de la langue ukrainienne et même l'imposent par la force, en menaçant parfois de répression les éventuels récalcitrants. Mais cette bienveillance, entre guillemets, ne durera pas. Staline mettra rapidement fin à ce simulacre qu'il considérait comme dangereux et susceptible d'éveiller les désirs d'indépendance de l'Ukraine. En 1933, des décisions politiques ont été prises pour assimiler les langues ukrainiennes aux russes. Par exemple, une nouvelle version de l'orthographe de l'ukrainien a été imposée. Au total, 126 modifications y ont été apportées aux règles orthographiques de l'ukrainien. L'argument de pouvoir soviétique a été d'éliminer des règles nationalistes qui orientaient la langue ukrainienne vers les cultures bourgeoises polonaises et tchèques. Presque tous les dictionnaires ukrainiens publiés dans les années 1920 ont été retirés de la circulation, jugés comme nuisibles. Comme nous l'avons indiqué, un grand nombre des traductrices de classiques français appartient à la génération de Renaissance fusillée. En effet, elles ont disparu de la scène littéraire et de toute vie politique à la suite des accusations qu'on a proférées contre elles. Ces femmes auraient entretenu et diffusé une culture et un nationalisme autre que russe. Il faut avoir à l'esprit que la réception des œuvres des auteurs étrangers dépendait étroitement de l'histoire personnelle du traducteur. Ainsi, la disparition d'un traducteur de la vie littéraire et de la vie tout court entraînait de facto l'anéantissement du texte traduit. Et un tel état de fait est d'autant plus regrettable que, incontestablement, ces traductions sont de grande qualité et elles ont été entreprises par des écrivains et des traducteurs dont le professionnalisme et le talent ne prêtent pas à discussion. C'est le cas notamment pour les œuvres de Zola. Ainsi, dans les 18 volumes des œuvres de Zola, qui sont parus en 1930, sont rassemblées des traductions ukrainiennes, toutes inédites, de romans zoliens entreprises par 14 traducteurs différents. Jusqu'à nos jours, cette édition de texte de Zola est la plus complète et fait toujours autorité. Précisons que le destin de ces traductrices et des traducteurs de romans de Zola les situe immanquablement dans cette Renaissance fusillée. La moitié de ces traductions a été réalisée par les femmes. Sur le diapo, vous pouvez les voir, ils sont en jaune. Ces textes sont issus donc de la tradition de traduction en ukrainienne l'avant-URSS. Ici, il faut revenir au nom de Lesa Ukrainka, écrivaine, traductrice et philosophe qui incarne jusqu'à nos jours l'archétype de l'héroïne nationale. Comme elle, ses sœurs Olga et Isidora, ainsi que sa cousine Oksana, ont été des femmes diplômées. Par exemple, cette dernière a fait ses études à l'Université de Vienne et à la Sorbonne. Elle a travaillé au département juridique du ministère des Affaires étrangères de la République populaire d'Ukraine à Vienne, Berlin et Paris. Toutes les Drahomanov-Kosach ont pratiqué l'écriture et notamment celle des traductions de plusieurs langues en ukrainien. C'est leur mère, écrivaine et traductrice, journaliste et éditrice, qui a dirigé une revue littéraire, Olena Pchilka, qui leur inculque ces valeurs et dirige leur activité culturelle. C'est aussi une scientifique de renom. Elle a été la première femme ukrainienne nommée académicienne, une femme engagée. Elle a rédigé le programme de la Renaissance de la nation ukrainienne. Une diplomate, elle s'est rendue accompagnée d'un groupe intellectuel à Saint-Pétersbourg et a contribué à l'obtention de l'annulation de l'ocase qui interdisait l'emploi de la langue ukrainienne. Et patriote engagée, elle a lutté contre sa vie pour la reconnaissance des droits des Ukrainiens. Toute sa famille a ainsi œuvré à cette tâche.
Il faut rappeler que ces femmes ont toutes eu des destins tragiques. Elles ont connu les arrestations et l'exil lors du régime tsariste russe, mais aussi les poursuites par le régime stalinien, la déportation dans le camp de Goulag et enfin l'immigration. Par exemple, Olena Pchilka a été arrêtée par le NKVD à l'âge de 80 ans et elle meurt avant son procès. Quant aux traductrices des années 20-30 qui ont été bien exterminées par NKVD, c'est le cas de traductrice Veronika Tchernyakivska, accusée de participer à une organisation mythique anti-soviétique. Donc ici, vous voyez le document signé au rouge, c'est son acte de condamnation qui est signé, qui date de 29 septembre 1938. Elle était exécutée le lendemain de sa condamnation par une troïka. Les poursuites par le pouvoir de Natalia Romanovich-Tkachenko, autre traductrice de notre corpus, l'ont privée de tout moyen de gagner sa vie. Elle a été morte en 1933, probablement par la faim. C'était l'année de la grande famine artificielle, le Holodomor, organisée par le régime de Kremlin, qui a fait entre 6 et 12 millions de morts en Ukraine. On manque de renseignements précis sur un grand nombre de traductrices des années 20-30. Il est vrai que certaines ont usé des pseudonymes pour signer leurs traductions, ce qui complique passablement les enquêtes qu'un chercheur voudrait entreprendre sur ces personnes. Tel est le cas, par exemple, de Maria Iltichna, traductrice de Nana de Zola, le pseudonyme sous lequel se cache Maria Deoul, née vers 1893. Nous avons pu recueillir quelques minces renseignements sur elle grâce à une fiche rédigée par le NKVD, vous la voyez en bas de notre page, qui date du 11 août 1937. C'est une fiche qui concerne son mari, Yevgen Kassianenko, qui était fusillé en 1937. C'était un grand fonctionnaire de la République soviétique d'Ukraine, éditeur de la célèbre revue de la littérature étrangère qui s'appelle Всесвіт. Autre femme tombée dans l'oubli, comme la première traductrice ukrainienne de Madame Bovary, Oksana Bubl-Gordon. Ces dernières traces se perdent en 1943. On trouve encore quelques-unes de ces traductions signées au Gordon dans le journal qui vient, la nouvelle parole ukrainienne qui paraissait pendant l'occupation allemande. Ce journal a repris le flambeau de la parole ukrainienne, revue ukrainienne fondée par la diaspora ukrainienne à Paris en 1933. Et les membres de cette rédaction, on sait très bien qu'ils disparaissent dans le massacre de Babi Yar. Qu'est-il arrivé à la traductrice Oksana Bubl-Gordon? A-t-elle été tuée? A-t-elle émigré? Elle a disparu corps et bien, pourrait-on dire. Son nom, après la guerre, a été tout simplement biffé et banni du champ littéraire ukrainien, malgré les critiques très élogieuses qui avaient accompagné sa publication. Sa traduction de Madame Bovary n'était jamais rééditée. Il nous a resté donc très peu d'informations sur les femmes traductrices et écrivaines de cette époque-là. Tel était le cas de Maria Vinogradova, Veronika Pakharevska, Findrovska, Yezernitska, Kalinovich et ainsi de suite. Parfois, on ne sait même pas quels sont les prénoms de ces femmes. La question des sources et des ressources en traduction et l'éthique des traductrices ukrainiennes de l'époque analysée prend sens et consistance dans une double exigence. D'une part, avoir un souci constant d'entreprendre et de proposer des traductions irréprochables et qui fassent date et autorité, respect de l'original, transfert de la valeur littéraire d'un classique, etc. D'autre part, élaborer des approches traductives qui permettent d'inscrire la langue ukrainienne littéraire ainsi façonnée dans l'histoire de la culture européenne dans laquelle baignaient ces femmes. Et ce, en revendiquant et en justifiant une égale dignité de statut entre la langue du colonisé et les langues des empires colonisateurs. Nous vous remercions de votre attention.